chemins de la connaissance. Cette semaine, Freud et les femmes, par Christine Goémé. Aujourd'hui, la coupure kleinienne, avec Julia Kristeva. On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l'histoire de la culture. Mais peut-être ont-elles quand même inventé une technique, celle du tressage et du tissage. S'il en est ainsi, on serait tenté de deviner le motif inconscient de cette prestation. C'est la nature elle-même qui aurait fourni le modèle de cette imitation, en faisant pousser au moment de la maturité sexuée la toison génitale qui dissimule l'organe génital. Le pas qui restait encore à franchir consistait à faire adhérer les unes aux autres les fibres qui, sur le corps, étaient plantées dans la peau et seulement enchevêtrées les unes avec les autres. Si vous repoussez cette idée incidente comme fantastique, et si vous m'imputez comme une idée fixe l'influence du défaut de pénis sur la configuration de la féminité, je suis naturellement sans défense. Les découvertes de Freud, souvent remaniées par lui sur la sexualité féminine, ont été induites et influencées par les analystes femmes qui travaillaient avec lui. On pense aux travaux d'Hélène Deutsch, Ruth Mack-Brunswick, Karen Horney ou encore Jeanne Lampe de Groot qu'il cite dans ses écrits. Mais le deuxième moment fort de la reprise théorique de la psychanalyse, après Freud et avant Lacan, est conduit par une femme qui invente à la fois de nouveaux concepts et de nouvelles techniques. Il s'agit de Mélanie Klein, à laquelle vous avez consacré un livre dans une trilogie consacrée au génie féminin. Mélanie Klein qui va donc introduire en force la fonction maternelle dans la psychanalyse freudienne, Julia Kristeva. Alors, qu'est-ce qu'elle a apporté par rapport à Freud ? D'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est une dissidente, mais une dissidente fidèle. Paradoxe intéressant. Ça veut dire que elle a complètement innové, mais elle n'a jamais voulu rompre avec la pensée freudienne et le courant freudien. Elle n'a pas créé son institution à elle, comme l'ont fait des gens comme Jung, par exemple. Alors, sa grande invention, évidemment, c'est la psychanalyse des enfants. Évidemment, Freud a innové lui-même en mettant l'enfant sur le divan, en tout cas en observation, sinon sur le divan en observation, et en écoute analytique, le cas du petit Hans est inaugural. Mais c'est Mélanie Klein qui a inventé le jeu de l'enfant comme objet d'observation. L'enfant rêve ou pas, mais il raconte mal ou pas du tout ses rêves. Donc, c'est dans l'activité ludique que s'exprime son inconscient. Et ceci, évidemment, elle l'a découvert en se basant sur ses propres enfants, qui étaient de manière pas très orthodoxe, il faut l'avouer, le premier objet de son observation, et aussi en examinant des enfants qui lui ont été amenés, essentiellement pour des troubles de comportement et de pensée. D'où la deuxième innovation de Mélanie Klein, à savoir que la psychanalyse est certes un art à entendre la sexualité, les troubles sexuels et les difficultés d'être qui sont basées sur ses incapacités sexuelles, mais aussi, et c'est ce qu'elle va faire, elle est un art de désinhiber la pensée. Et elle a conduit à la psychanalyse à se pencher sur les troubles de la pensée de l'enfant, son langage, ses difficultés scolaires, etc. Et puis, dernier point, mais je schématise évidemment, le désir, c'est essentiel. Mais l'onde porteuse du désir, et c'est Freud qui l'avait dit, c'est la pulsion de mort, et c'est l'agressivité qu'elle va scruter de près, et essayer de désinhiber chez l'enfant, pour dire qu'en fait, c'est certes un Édipe, mais c'est surtout un Oreste, c'est un petit assassin, et il faudrait lui permettre d'assassiner symboliquement et imaginairement, plutôt que de passer à l'acte. Et ce sont des points absolument vertigineux quand on y pense, qu'une femme les découvre, qu'elle les met à l'œuvre, et que toute la postérité va essayer de développer. D'ailleurs, Freud avait déjà emprunté, disons, la pulsion de mort à une femme, à Sabina Spielrein. Donc les femmes ont découvert quelque chose de fondamentalement meurtrier et elles se sont coltées à la criminalité de fond de l'espèce humaine, on pourrait dire. Mais il est vrai que les psychanalystes femmes ont insisté beaucoup sur cette violence féminine qui est essentiellement adressée évidemment à l'objet primordial, à la mère, et qui existe chez l'homme, mais qui est peut-être plus fondamentale, plus violente en raison de la mêmeté
deux êtres sexués de la même façon, fille-mère, qui se trouvent dans un état d'amour et de haine de manière très précoce. Envie du sein, destruction de l'autre, d'abord sein, ensuite personne globale. Tout ça est chez Mélanie Klein. Elle insiste beaucoup sur l'agressivité ravageuse de la petite fille, qui n'est pas du tout une accusation. Il ne faudrait surtout pas penser qu'il y a un jugement négatif. C'est une évidence de la puissance de la libido féminine et de sa précocité. Alors, on peut rappeler quelques dates, si vous voulez bien, Julia Kristeva. En 1922, au 7e congrès de l'IPA, il y a un violent débat sur la sexualité féminine entre les femmes psychanalystes. Donc, Freud va entendre et accueillir tout ça avec beaucoup de force. Il affine peu à peu ses concepts et même en remanie à fond, de fond en comble quelques-uns. Mais on peut dire que effectivement le rôle déterminant de la mère lui est amené par les psychanalystes femmes, et Mélanie Klein ne va pas se priver naturellement de théoriser la question. Oui, Mélanie Klein a été une des premières avec Hélène Deutsch, Karen Horney et d'autres, mais elle ne se prive pas non plus d'insister, comme vous venez de le dire, sur le fait que Freud a entendu ces femmes, et notamment elle, et elle considère que les remaniements qu'il a fait à sa théorie vers la fin de sa vie, les textes de 25 et surtout de 30, lui doivent beaucoup à elle, Mélanie. Bien que Freud et Mélanie Klein se sont jamais rencontrés, sinon de manière très fugace à un congrès, et par la suite, lorsque Mélanie Klein l'a visité à son exil à Londres, mais c'était des rencontres tout à fait fugaces et sans échange théorique. Il est vrai que c'est vers la fin de sa vie, à deux moments très importants. En 1925, lorsque sa fille a déjà 30 ans et elle doit entrer dans la société des psychanalystes, que Freud lui transmet le flambeau déjà en quelque sorte, qu'il écrit un texte qui s'appelle « Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes » et dans lequel texte il revoit de manière nouvelle sa théorie de la sexualité féminine en tenant compte beaucoup plus des étapes précoces du développement de cette sexualité, notamment du rapport de la fille avec sa mère. Et ensuite, un deuxième texte sur la sexualité féminine de 31 qui vient après la mort de sa propre mère, Amalia en 30, et dans lequel texte il insiste beaucoup sur ce qu'il va appeler la bisexualité féminine, qui est plus accentuée chez les femmes justement que chez les hommes, tout en reconnaissant qu'il y a une bisexualité chez les hommes aussi. Alors il y a un jeu très beau que décrit Freud, qui est pour la petite fille, pour le bébé fille, ce passage de l'amour inconditionnel à la mère, qui va passer vers du côté du père, qui va se tourner du côté du père. Donc au fond il y a un mouvement féminin, et d'ailleurs Freud dit à un moment donné que l'intensité du rapport à la fille entre le père et la fille sera d'autant plus intense que le rapport entre la mère et la fille aura été intense. Tout à fait. Il insiste sur une sexualité que j'appelle biface. Enfin, de quoi s'agit-il? Pour revenir à Freud, il découvre, suite donc à tous ses travaux et à sa propre expérience avec ses patientes, avec sa fille, avec sa mère, il découvre qu'à l'origine de la sexualité de la petite fille, il y a un intense attachement à sa mère. Il fallait y penser, mais il le découvre assez tardivement, tout en ayant indiqué quelques éléments de ce type dès le début de son œuvre. Et cet attachement, il va le comparer à la civilisation minoé-mycénienne, qui est celle qui se trouve derrière la Grèce classique et que nous avons du mal à repérer parce qu'il en reste peu de vestiges. C'est la trace archaïque en quelque sorte. Voilà, la trace presque indiscernable, difficile à repérer en tout cas, et qui serait donc analogue à cet attachement violent de la fille à sa mère, amour et haine, duquel attachement la fille ne garde pas beaucoup de traces justement, mais qui reste enquistée dans son psychisme. Et après, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on ne trouve pas justement chez le garçon, et qui est le changement d'objet. Pourquoi on ne le trouve pas chez le garçon? Parce que le garçon reste attaché à un objet féminin. Dans le développement classique de la sexualité mâle, on aime sa maman et puis on va aimer une autre femme. Le sexe ne change pas. Mais chez la fille qui aime sa maman et qui la déteste aussi, d'où ambiguïté de cette relation minoé-mycénienne, eh bien, il va se produire une coupure, elle va abandonner maman, elle va lui en vouloir, selon Freud, de l'avoir née castrée, sans pénis, mais les choses sont peut-être plus compliquées, c'est ce que j'essaie de développer. Alors justement, Klein va aussi apporter
des interprétations. Klein va apporter des interprétations sur l'envie du sein et sur l'envie du sein qui comporte du pénis. Lacan va apporter de nouveaux éléments sur la position symbolique, c'est-à-dire le fait que le père est porteur de pénis, que la fille voit désirer comme objet qui va lui donner un enfant, mais qu'elle va désirer aussi comme instance symbolique, parce que le pénis est aussi l'instance de la langue, de l'interdit, de la pensée, et donc de l'entrée dans le code social. J'appelle ça un Édipe bis, c'est-à-dire que la fille va devenir l'amante du père et son objet ne sera plus la mère, mais le père. Il n'en reste pas moins que ce continent homino-hémicénien va rester latent dans sa psyché et dans cette adhésion à l'amour pour le père, son pénis en tant qu'objet érotique et sa loi en tant que pôle d'identification symbolique, la fille va se trouver dans un lieu étrange qu'elle va admirer, pour lequel elle va avoir énormément d'attraction, mais dans lequel elle va se sentir étrangère. Pourquoi? Parce que ce continent maternel va rester en arrière-fond. Et je me permets à partir de là de dire que la fille sera toujours une éternelle étrangère dans la nouvelle famille qu'elle va créer avec ce père, et dans lequel elle se sentira comme quelqu'un de solitaire et exclu, en quelque sorte. Je joue le jeu, je suis dans la loi du père, mais je n'en pense pas moins, et je ne sais pas vraiment ce que j'en pense, parce que la pensée telle qu'elle est codée symboliquement du côté social, du côté normatif, elle ne tient pas compte des engrammes, des enquistages antérieurs que j'ai reçus du côté maternel. Ce qui va faire de la fille une éternelle étrangère et aussi une éternelle boudeuse, mais aussi une éternelle ironiste. Et c'est là que j'allais justement vous poser la question de l'humour. Oui, parce qu'il y a deux solutions essentielles dans cette affaire. Absolument. La fille étrangère dans ce monde, elle va se désoler, elle va dire je suis exclue, elle va bouder, elle va être malheureuse, et c'est le destin de beaucoup d'entre nous. On sait bien que la dépressivité féminine est beaucoup plus répandue, même si la dépression de l'homme est plus radicale et conduit plus facilement à un suicide, la dépressivité féminine est extrêmement courante. Mais aussi, et c'est la solution peut-être optimale, elle va se dire, mais après tout, je n'en suis pas, mais ça me permet de prendre des distances, non seulement de bouder, mais d'en jouer et de rire, d'où cette fameuse phrase qu'on a beaucoup répétée dans la période féministe, à savoir que la femme est une éternelle ironie de la communauté. Alors pourquoi ironie de la communauté? On comprenait pas, et c'est Freud qui permet de le comprendre, ce Freud qui parle justement de la bisexualité et de passage d'un objet à l'autre. Eh bien parce qu'elle est étrangère dans ce monde des hommes et du phallus, eh bien si elle ne boude pas et si elle n'est pas mélancolique, il lui reste d'être en distance, en décalage et d'en rire. Et donc, essayons de créer des œuvres qui sont ironiques. Alors, un point qui me paraît aussi tout à fait fondamental dans le travail que vous avez conduit sur Mélanie Klein, Julia Kristeva, c'est comment est-ce que je vais pouvoir dire ça, parce que c'est difficile et ça demanderait de vous citer beaucoup plus longuement. Enfin, disons que Mélanie Klein travaille quand même sur la manière dont la pensée advient. Et c'est vrai que dans cette posture-là, très particulière de la sexualité féminine, le bord de la pensée ou de l'impossibilité de penser sont beaucoup plus nets d'une certaine manière. Donc, comment la pensée vient aux femmes? Alors, je vous le dirai très rapidement en me décalant un peu de Mélanie Klein. Il s'agit de constater d'abord qu'il y a dans cet Édipe prime où la fille est attachée à sa mère, dans une relation intense d'amour-haine, il y a une violente effraction du corps féminin. Effraction par les soins maternels, effraction par l'intrusion maternelle, parfois même par la dépressivité maternelle qui essaye de faire de la fille son objet manquant, son objet d'amour. Et cette effraction passe par les orifices de la femme, le vagin, l'anus, la bouche, les oreilles. C'est une position féminine de corps effracté, de cavité,
d'ouverture. C'est le fait aussi du corps du garçon. Il faut dire qu'il y a une phase féminine, et c'est Mélanie qui le dit, du garçon aussi, qui se trouve aussi dans cette effraction. Et ça permet de comprendre aussi certains aspects de l'homosexualité mâle. Eh bien, cette intériorité envahie par la mère est un lieu à la fois de souffrance et de jouissance. En même temps, la petite fille, toujours dans cet Édipe prime avec sa mère, s'identifie à sa mère, parce que la mère appelle aussi cette identification. Et elle a besoin de l'objet réel mère pour tenir tête à l'effraction. D'où deux éléments qui se produisent, deux éléments psychiques qui se produisent dans cette première phase du développement psychique de la fille. L'investissement de l'intérieur, effracté, douloureux ou jouissif, et l'investissement de l'objet. Une liaison à l'objet. Et nous retrouvons ça tout au long de la vie de la femme. J'ai un intérieur, cet intérieur va être non seulement investi sensoriellement, mais il va devenir un objet de psychisation. Ma psyché est mon fort intérieur. C'est mon objet précieux. C'est peut-être plus fort chez la femme que chez l'homme qui est davantage vers l'extérieur. Et aussi le besoin d'avoir une présence d'un objet réel qui sera l'équivalent de la mère, et qui sera le besoin pour que l'homme fasse des soins à la hauteur des soins maternels. Et Dieu sait que beaucoup d'hommes ne résistent pas à cette demande ou ne peuvent pas lui répondre, d'où l'éternelle insatisfaction aussi de la femme vis-à-vis du lien érotique avec l'homme. Si je vous comprends bien, Julia Kristeva, vous êtes en train de nous expliquer pourquoi, au fond, l'intelligence, même la plus abstraite chez les femmes, a toujours un côté pragmatique. Non seulement pragmatique, ça, le côté pragmatique serait du côté de lien. J'ai besoin d'un lien qui me en quelque sorte, palpable, qui est palpable et qui me soutient et qui sera maman à l'extérieur. Mais ce sur quoi je pointe aussi, c'est sur l'intelligence qui est toujours un peu mystique de la femme et qui nous renvoie sur cette intériorité innommable, qui est innommable au sens de la langue codée, de la langue de la rationalité sociale, mais qui peut se nommer par quoi? Par la métaphoricité, par le rire, par la musique, par la peinture, par une langue constamment négativée, par une déhiscence, par un vide. C'est l'attraction du féminin vers le vide et vers le hors-langage. C'est ce que Lacan appellerait notre côté pas toute, quoi. Exactement, et ce qu'il appelle aussi une autre jouissance, qu'il réfère à une possibilité de jouir de la femme qui ne serait pas que phallique, bien que elle a aussi cette jouissance phallique, et qu'il réfère également à Saint Jean de la Croix, donc les mystiques dont je viens de parler, mais aussi à lui-même, Lacan, pour autant qu'il aurait ce féminin et cette langue, on va dire décousue, surréaliste, paradoxale, qui est le style de Lacan, pas du tout universitaire. Afin de terminer cette émission, Julia Kristeva, je voudrais vous poser une petite question. Quand vous parlez évidemment de cette pensée dégagée, de cette ironie féminine, de ce qui, au fond, pourrait, si on élargit sur le terrain politique, conduire les femmes, non pas à être des femmes de pouvoir, mais à être des femmes de contre-pouvoir, enfin, des vraies, à dire des vérités sur le lien social. Qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui peut dire de ce qui les empêche d'être comme ça, finalement? D'abord, il faudrait s'entendre sur cette ironie. Vous me direz, de quoi parlez-vous? Les femmes ironistes, il n'y a pas tellement. Quelques caricaturistes, Bretéché et puis point à la ligne, des femmes qui écrivent, c'est plutôt des mélancoliques. Où voyez-vous l'ironie? J'insiste quand même sur cette attitude de décalage, de mise en abîme du discours de l'autre, qui est propre à la position féminine et qui ne s'exprime pas toujours dans des œuvres ironiques qui sont étiquetées par le code social comme des produits de l'ironie, mais qui contiennent ce ver dans le fruit de la parole pleine et qui se manifeste parfois dans les attitudes dans le ménage, dans l'attitude un peu décalée par rapport au comportement péremptoire du mari, du fils, de la fille qui veut du pouvoir. L'attitude maternelle peut avoir, quand elle se déprend de la possessivité, ce qui n'est pas toujours le cas, cette latence ironique. Donc, je voudrais mettre un point d'éclaircissement comme ça sur ce que j'entends par ironie. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'il
qu'il y a une phase historique qui est celle de l'émancipation des femmes et qu'on est peut-être en train de clôturer malgré tout, et qui a demandé, par le mouvement féministe, par la poussée vers la parité, par toutes sortes de revendications sociales légitimes, qui a demandé aux femmes une identification phallique. C'est ce qu'on entend, par exemple, dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, auquel je dédie ma conclusion, qui est parfois décrié injustement parce qu'il y a une ambiguïté chez Simone de Beauvoir. Il y a à la fois cet appel au durcissement et à la militance pour que les femmes soient les frères de l'homme, l'égal de l'homme, c'est sa revendication à elle, égalité plutôt que différence, et en même temps, je dis ambiguïté parce que tous les exemples qu'elle donne sont des exemples de femmes qui n'ont pas attendu toute cette identification virile et phallique pour réaliser leur singularité et leur génie. De Sainte-Thérèse d'Avila, en passant par Théroigne de Méricourt et Colette, il y a en effet cet élément bisexuel phallique, mais il y a aussi l'autre face, cette ironie, cette déhiscence, ce vide, ce minéomycénien, qui est le style féminin particulier et sur lequel Simone de Beauvoir s'appuie pour faire sa démonstration, mais qu'elle ne met pas en évidence. Et qui est donc cette face qui reste encore lunaire et refoulée dans le monde actuel.